Bonjour Frédéric Caggiavarini, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de Nature et Découverte, marque créée en 1990, aujourd'hui présente un peu partout en Europe avec une centaine de magasins. Et on va parler de cette certification Bicorp, certification en juillet dernier, pour la 3e fois. Ça représente quoi pour Nature et Découverte ? Alors ça représente avant tout la reconnaissance de l'engagement historique de Nature et Découverte. Nature et Découverte, c'est une entreprise qui a été créée en mettant les engagements au cœur de son modèle. Donc c'est dès le départ une entreprise qui s'est engagée en faveur de la protection de l'environnement ou de la protection de la biodiversité. Ça signifie que ça s'est manifesté par la signature d'une charte environnementale, d'un premier rapport de développement durable dès 1993, ce qui est très très tôt. Vous étiez pionnier, oui. 1994, on crée une fondation pour porter les engagements de Nature et Découverte. Et dès 2007, on fait le premier bilan carbone. Donc cette certification, cette 3e certification, c'est évidemment une fierté, mais c'est avant tout la reconnaissance de tout un écosystème et des valeurs de Nature et Découverte qui sont fortement ancrées dans son modèle. Mais est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour une entreprise comme la vôtre d'obtenir la certification Bicorp que pour d'autres ? Parce que justement, c'était un peu dans l'ADN de Nature et Découverte. Est-ce que c'est un aiguillon, ça pousse à se transformer quand même, l'objectif de la certification. C'est ce que j'allais vous dire, au-delà de la reconnaissance, c'est avant tout un outil de transformation. Est-ce que c'était plus facile pour Nature et Découverte ? Peut-être au début, Nature et Découverte a été pionnière, a été la première entreprise de la distribution à être certifiée Bicorp en 2015, quand le label ou la certification a été importée des États-Unis en France. Et donc ça voulait dire que peut-être qu'elle était prête. Pour autant, comme je vous le disais, Bicorp, c'est un outil de transformation et d'amélioration continue. Ça vous aide à mesurer votre performance extra-financière à un référentiel et à d'autres entreprises. Et à progresser. Parce que là, on parle d'une 3e certification. Tout l'intérêt de cet outil, c'est de mesurer et donc de définir la feuille de route pour vous inscrire dans un processus d'amélioration continue sur les domaines environnementaux, sociétaux et qui touchent 5 grands piliers que sont l'environnement, la collectivité, les clients, les collaborateurs évidemment et la gouvernance de l'entreprise. Oui, donc il y a vraiment ces piliers-là. Est-ce que c'est une aiguillon ou un aiguillon, il faudrait que je parle français, un aiguillon ou une boussole ? Et c'est drôle parce que je vais relier à cette question à la raison d'être, puisque vous avez défini l'an dernier Nature et Découverte sa raison d'être. Je vais la citer: offrir des solutions concrètes, produits et expériences à ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Moi, quand je discute avec des chefs d'entreprise qui ont défini leur raison d'être, ils disent souvent c'est une boussole. Est-ce que vous diriez ça aussi de la certification Bicorp d'une certaine façon ? Est-ce que ça vous donne un cap à tenir ? Je dirais que la raison d'être est un cap, est une boussole. La certification Bicorp, pour moi, c'est un outil surtout. Je vous dis, c'est un référentiel et ça nous aide à définir la feuille de route et les axes de progrès sur chacun des grands domaines que j'ai définis un peu plus tôt. Changer de mode de vie pour vos clients et accélérer la mutation de l'entreprise, c'est ce dont on parle. Par exemple, pour la conception des produits, vous avez dressé une liste de critères rédhibitoires. Alors, il y en a combien et puis qu'est-ce que ça veut dire surtout ? Alors, il y en a 27. Ils sont pilotés par un pôle, et ça c'est une innovation, Nature et Découverte montre combien elle est capable d'être pionnière. C'est le pôle innovation durable, c'est un pôle qui est au sein de la direction des achats et qui travaille de manière continue avec les chefs de produits pour que les produits, peu à peu, soient plus durables, soient moins impactants pour l'environnement et s'inscrivent dans une économie circulaire. Au sein des référence pilotée par ce pôle innovation durable, il y a les critères rédhibitoires, 28 critères que doivent peu à peu respecter l'ensemble des références de nos produits. On s'est fixé l'objectif que 100% des références respectent les critères rédhibitoires à l'horizon 2025. Ces critères rédhibitoires, ça peut être la traçabilité du bois, ça peut être le fait que les produits alimentaires doivent être bio, qu'il n'y ait pas d'huile de palme, que les métaux doivent être tracés et ne pas provenir de zones de conflit. Il y a tout un tas de critères, pas de Vous les faites évoluer d'ailleurs ? Alors, là, ils ont été déjà définis. Les respecter, c'est une très très belle ambition et c'est extrêmement compliqué, puisqu'on doit faire évoluer nos fournisseurs pour qu'ils soient peu à peu capables de répondre à ces critères rédhibitoires. On les fera
évolué peut-être avec le temps. Aujourd'hui, c'était déjà un cahier des charges extrêmement ambitieux à respecter. Mais alors justement, cette question de la chaîne de valeur et donc des fournisseurs, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, comment vous dites peu à peu, j'ai retenu ça dans votre phrase, ça veut dire que vous les accompagnez aussi dans cette mutation, vous ne leur mettez pas une pression à 6 mois ou à 1 an, comment ça se passe? Non, on doit travailler main dans la main avec nos parties prenantes et nos fournisseurs en particulier. On sait combien les choses évoluent, combien la mesure, ne serait-ce que la mesure de l'impact du CO2 émis par une entreprise elle-même évolue. On s'est focalisé pendant très longtemps sur les scopes 1 et 2. On sait que ces scopes ne représentent la plupart du temps à peine 10% de l'impact carbone d'une entreprise et que c'est le scope 3, donc ces émissions indirectes, et pour ce qui nous concerne, nos produits qui sont au cœur de notre impact CO2. Donc nous devons nous attacher à commencer la réduction, à le mesurer d'abord, ce scope 3, puis pour pouvoir ensuite le réduire. Et pour cela, nous avons besoin de travailler main dans la main avec les fournisseurs, d'identifier les axes de progrès, et ça prend du temps. On ne peut pas demander à un fournisseur qui a toujours travaillé d'une certaine manière de changer du jour au lendemain sa manière de faire. Donc l'intérêt, c'est de les accompagner. On doit le faire de manière responsable et durable. Ça veut dire aussi préserver l'emploi et pas lâcher des fournisseurs du jour au lendemain. Est-ce que sur ces critères rédhibitoires, si on essaye d'être un peu optimiste, ça peut s'inverser? Je pense à cette question parce que il y a hier, je crois, ou avant-hier peut-être, on était avec un représentant du WWF sur les enjeux de déforestation annoncés à la COP 26. Et il parlait d'une filière de l'huile de palme durable qui est en train de se mettre en place. Donc est-ce qu'on pourrait inverser un certain nombre de critères rédhibitoires? Vous voulez dire les regarder positivement? Se dire d'un seul coup, on va pouvoir réutiliser de l'huile de palme parce que c'est de l'huile de palme durable et qu'on en a la preuve. Je pense que c'est possible. Dès lors qu'on en a la preuve et que les choses sont mesurables, tangibles, il ne faut pas s'interdire de le faire, évidemment. Je voudrais parler de l'implication des collaborateurs de Nature et Découverte. Comment vous les emmenez avec vous dans ces objectifs? Alors, elle est fondamentale, elle est au cœur de la réussite de l'entreprise et elle est assez épatante, j'ai envie de dire. Quand on arrive dans cette entreprise, l'engagement des collaborateurs est quelque chose que vous percevez de manière immédiate. Vous êtes ancienne DRH? Je suis ancienne DRH. Groupe Fnac et ensuite Fnac Darty, c'est ça. Donc c'est quelque chose à laquelle je suis sensible. Mais comme dirigeant, je pense on ne peut pas ignorer que l'engagement des collaborateurs est un levier clé de la réussite de l'entreprise. Chez Nature et Découverte, c'est évidemment lié à tout ce que j'évoquais tout à l'heure, les valeurs de l'entreprise à l'origine. C'est également lié au fait que dès 2003, on a mis en place ce qu'on a appelé un réseau vert, c'est-à-dire on a demandé à des collaborateurs volontaires de se désigner dans les organisations, donc dans les magasins, pour relayer les engagements RSE de Nature et Découverte auprès du reste des collaborateurs. Ces réseaux verts, ils ont aussi la responsabilité, avec les collaborateurs du reste des magasins, d'identifier des projets qui pourraient être soumis au financement de la Fondation Nature et Découverte. Donc ils viennent porter des projets, ils les rendent visibles, ils les amènent dans ce qu'on appelle des comités coup de main, pour que la Fondation décide ou non de les accompagner et de les financer. Donc ça fait partie du cœur du modèle d'engagement. Les valeurs de l'entreprise, sa raison d'être, qui sont réaffirmées et que nous venons encore de présenter récemment dans le cadre du plan stratégique Ambition 2025, contribuent évidemment à continuer de nourrir cet engagement. Et puis nous le mesurons à travers un outil qui s'appelle Supermood, qui est un outil de mesure de l'engagement des collaborateurs que nous faisons tous les mois. Donc c'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs. On a vu, pendant que vous parliez des réseaux verts, 10% des collaborateurs qui y participent, et puis 6% de la masse salariale qui est investie dans la formation. Quel type de formation? Est-ce que c'est aussi une formation liée à ces enjeux Bicorp? Ça peut l'être, oui. C'est de la formation aux produits, c'est de la formation au commerce. On a des vendeurs qui sont experts. On implique également les salariés dans la formation. Une large majorité des formations chez Nature et Découverte est opérée par des salariés de Nature et Découverte. Donc ça aussi, c'est générateur d'engagement. On reconnaît votre expertise, vos connaissances, et on vous demande de les transmettre au reste des collaborateurs. Mais comme vous le disiez, oui, il peut y avoir des formations qui portent sur ces enjeux. Nous avons récemment, au niveau du comité de direction, réalisé une fresque du climat, et nous avons l'ambition de la faire porter dans toute l'entreprise auprès de l'ensemble des collaborateurs. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'on reçoit ici tous les mois des représentants de la Convention des entreprises pour le climat. Vous en faites partie, et ils nous disent que la première session, c'était une claque
en termes de prise de conscience, un électrochoc. Donc c'est aussi ça Après, que vous voulez transmettre aussi aux salariés? Je pense que le sujet du climat, c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement technique. Et donc oui, il faut prendre le temps de l'expliquer et de faire de la pédagogie pour le faire et de comprendre quel est l'impact de l'activité humaine sur le climat. On ne peut pas transformer quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est basique, mais il faut le rappeler. Mais ça fonctionne assez bien. Et la fresque du climat, c'est un peu cela. C'est un peu une prise de conscience pour ensuite définir quels sont les axes de travail pour progresser. Merci beaucoup, merci Frédéric Giavarini. À bientôt sur Bismart. On va parler énergie renouvelable et projets participatifs, ça c'est important.